La vente ou l'achat de clientèle présente des avantages autant pour le conseiller qui veut prendre sa retraite ou réorienter sa carrière que pour celui qui souhaite accroître rapidement son volume d'affaires. Il peut être tentant de sauter sur la première occasion, surtout en début de carrière, mais est-ce la chose à faire? Acheter ou vendre un bloc d'affaires s'accompagne de défis et d'obligations pour les deux parties et le processus peut réserver bien des surprises. Profitez de l'expérience vécue par nos deux invités pour forger votre propre opinion et peut-être vous éviter un mal de bloc ou deux. Avec moi, Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour l'équipe Major Asante. C'est un travail de longue haleine. C'est pas aussi facile que d'aller sur Kijiji ou Marketplace pour trouver une voiture, malheureusement. Et Pascal Nuyen, associé opérationnel chez SIA Partners. Il y a des conseillers qui vont décider de garder une assurance responsabilité à vie. La raison est parce que, dans le fond, là, on est responsable à vie. Bienvenue à cet épisode d'Un bon conseil, le balado pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Pascal Nuyen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. On va parler d'achat et de vente de blocs d'affaires. Alors, avant d'entrer dans les détails de l'acheteur, on va parler de la personne qui décide de vendre sa clientèle. Ce que vous avez fait, je pense. Hein? Oui, donc moi, j'avais une clientèle, j'avais une pratique d'affaires en assurance et gestion de patrimoine pendant à peu près une décennie. Et en 2018, à la fin de 2018, j'ai décidé de vendre mon bloc d'affaires pour prendre ma retraite. Est-ce que c'est la responsabilité d'un conseiller d'assurer sa relève? Pour un conseiller qui appartient à un réseau captif, non. Par contre, pour tout conseiller qui est propriétaire de son portefeuille client, c'est tout à fait sa responsabilité. Il a la responsabilité d'aviser le client et également l'autorité des marchés financiers. On n'a pas juste à dire à nos clients, je quitte, arrangez-vous. On peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. OK. Si un conseiller qui est indépendant a un bloc d'affaires, a une clientèle, mais ne désire pas vendre, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, s'il ne veut pas vendre, ce qu'il peut faire, c'est s'adjoindre d'un conseiller, d'une équipe de conseillers qui va prendre la relève sous sa tutelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait couramment. Puis notamment, lorsqu'on parle de transition et qu'un conseiller décide de vendre, c'est quelque chose qui se fait au préalable. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que même si le conseiller décide de se retirer et qu'il a des conseillers sous sa gestion, qui va gérer son portefeuille client, il demeure responsable. Et quand il aura vendu? Lorsqu'il aura vendu, il sera responsable de toutes les actions qui auront été menées sous sa tutelle, mais ne sera pas responsable des actions des nouveaux conseillers. Ça veut dire qu'il faut garder plein de documents à la maison, là, si jamais il arrive quelque chose? Garder pour une certaine période de temps une version numérique des dossiers clients, c'est quelque chose qui va rester très importante, qui va rester cruciale. Ce qui va être encore plus important, c'est de conserver une assurance responsabilité. Et ça, la question qui tue, c'est pendant combien de temps? Mm-hmm. Alors, ce qu'on conseille, c'est au minimum 5 ans. Il y a des conseillers qui vont décider de garder une assurance responsabilité à vie. La raison est parce que, dans le fond, là, on est responsable à vie. Ah, important, merci. Si on veut vendre notre bloc d'affaires, on doit s'y prendre combien de temps à l'avance? C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Moi, je l'ai fait quand même assez rapidement. Je ne le conseille pas. Je connais d'autres conseillers qui l'ont fait à l'intérieur d'1 an. C'est très rapide, 1 an. Je vous dirais, ça prendrait au moins 3 à 5 ans pour pouvoir planifier notre sortie. Pourquoi il faut s'y prendre à l'avance quand on veut vendre un bloc d'affaires? D'une part, il faut s'assurer de savoir vraiment ce qu'on veut. Comment on veut le faire? On pense que c'est une transaction, à prime abord, une transaction financière, mais c'est pas vraiment le cas. Dans les faits, il y a des relations qui ont été bâties pendant des années. On est considéré comme des personnes de confiance, comme le comptable, tout comme le dentiste ou le médecin, l'avocat, le notaire de nos clients.
Donc, il est essentiel de vous assurer que y a-t-il un match, y a-t-il un fit entre votre client et le conseiller acheteur? Est-ce que ça va fonctionner? Puis aussi, la transition. Comment est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit de façon brutale et directe dans le sens que du jour au lendemain, on vend notre portefeuille puis on s'en occupe plus puis c'est le conseiller acheteur qui va s'occuper de tout, donc on sort du décor à proprement dit, ou bien est-ce qu'on planifie une transition qui est douce, où on va permettre aux conseillers acheteurs de développer une certaine relation avec nos clients pour pouvoir valider aussi s'il y a un réel fit. Comment on détermine le prix d'un bloc d'affaires? Ordinairement, là, c'est la valeur des primes de renouvellement et des primes de suivi multipliée par un facteur, soit 2 fois, 3 fois, ça pourrait peut-être aller jusqu'à 4 fois pour avoir une valeur du portefeuille. Ça nous donne une idée. Par contre, la valeur marchande est vraiment propre aux individus qui vont décider de vendre et d'acheter le portefeuille. Donc, dépendamment de l'intérêt, de la niche de la clientèle, du fit entre le client et le nouveau conseiller, il y a des facteurs atténuants, il y a des choses qu'on doit tenir en compte. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour le conseiller qui achète? C'est quoi ses obligations face à ses nouveaux clients? D'abord, c'est de s'assurer de rencontrer les clients dans un délai raisonnable. C'est quoi un délai raisonnable? Un délai raisonnable, c'est au maximum dans les 6 premiers mois. Et je dirais même, dès que le transfert est fait, le conseiller devrait communiquer, soit par écrit, soit verbalement, avec le client pour établir une relation. Ensuite, pour pouvoir être conforme à la réglementation de l'AMF et de la Chambre, il serait très important de s'assurer que toute la documentation, le portrait de notre client soit à jour. Quel conseil vous donneriez à un conseiller qui veut acheter un bloc d'affaires? De prendre le temps. De prendre le temps de faire les choses. De prendre le temps de connaître ses interlocuteurs. Je pense que dans une transaction comme ça, c'est comme acheter une maison. Le processus est plus ou moins long. Il y a toute cette réflexion à faire. C'est la première chose à faire et je pense que c'est la chose la plus importante à faire. De s'informer aussi de quel type d'aide qu'on peut avoir, tant au niveau soutien légal, soutien au niveau transactionnel, mais aussi le soutien financier. Est-ce que là, je parle du conseiller acheteur pour le soutien financier, mais est-ce qu'on va prendre tout le risque ou on va partager le risque avec une institution financière? Et vous dites qu'il faut bien s'entourer. Donc, est-ce que ça prend des avocats, des médiateurs, même des psychologues peut-être? On a parlé d'émotivité possible. Moi, je pense que oui. Un psychologue industriel, ce serait quelque chose de vraiment bien. Un avocat, tout à fait, pour pouvoir rédiger les bons contrats. Surtout parce qu'il y a des gens qui vont vendre des portefeuilles clients, mais qui vont aussi vendre des choses à côté. Donc, des bâtisses, un site web, il y a un paquet de choses qui vient avec une pratique d'affaires ou un cabinet. Donc, oui, un médiateur, absolument. Parce que si, à un moment donné, votre perception change de ce que vous voulez vraiment, de comment vous voulez que la transition se fasse, si ça change, et qu'il y a de l'émotivité dans une transaction, parce qu'il va en avoir de l'émotivité là-dedans. Ça va être important d'avoir quelqu'un qui est impartial pour pouvoir gérer tout ça et le mettre dans un contexte peut-être un peu plus calme, un peu plus facile à gérer. Pascale Nuyen, merci beaucoup. Merci. Maintenant, place à la Capsule Express avec Geneviève Beauvais, chef de la qualité et de la conformité des pratiques professionnelles à la CSF. Avant d'acheter une clientèle, vous devez vous demander si vous êtes en mesure de répondre adéquatement aux besoins des clients concernés, si vous avez la certification appropriée pour combler leurs attentes et la connaissance des produits détenus. Assurez-vous d'avoir le temps, la capacité et les ressources nécessaires pour absorber le volume d'affaires additionnel sans que vos clients actuels en soient affectés. Si vous souhaitez analyser un échantillon des dossiers tout en respectant la protection des renseignements personnels des clients, convenez d'une entente de confidentialité avec le professionnel qui vous offre sa clientèle. Puisque vous avez le devoir de bien connaître la situation personnelle, corporative et financière de vos clients, il sera important d'organiser rapidement une rencontre avec vos nouveaux clients.
pour démarrer une relation professionnelle sur de bonnes bases, revoir l'ensemble de leurs dossiers et faire les mises à jour nécessaires. Par exemple, vous assurer de combler les besoins de vos clients, revoir les produits inutilement chers ou désormais non convenables. Si vous n'êtes pas responsable des actions accomplies par l'ancien conseiller, qui demeure garant des conséquences de ces actions sur les clients même après un transfert, vous êtes toutefois responsable de vos actions ou de votre inaction dès que le dossier vous est transféré. Antoine, comment vous avez fait votre entrée dans la profession? Ça a été quoi votre parcours? J'aime dire que je suis un jeune vieux ou un vieux jeune. Je dis ça un peu à la blague. Maintenant, j'ai lancé ma carrière en 2011 au niveau d'une institution financière. J'ai fait 2 ans en succursale bancaire pour après ça aller dans la plateforme de courtage de la banque où j'ai fait vraiment mes classes au niveau des marchés financiers. Suite à ça, en 2014, je me suis lancé comme conseiller indépendant, conseiller en gestion de patrimoine à l'époque. J'avais 21 ans, puis du haut de mes 21 ans, je suis parti. Puis peu à peu, j'ai bâti ma clientèle. Et à travers les années, il y a eu certaines opportunités de croissance, que ce soit organique et également des opportunités de croissance via des acquisitions. Puis je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Oui, j'aimerais ça qu'on parle de ces fameuses acquisitions. Vous avez acheté plusieurs blocs d'affaires. Il y a des transactions qui ont été profitables et d'autres moins. Pouvez-vous me parler de ça? En effet, étant jeune et fougueux dans l'industrie, à peu près rendu en 2016-2017, j'ai eu l'opportunité de prendre la relève d'une clientèle, d'un conseiller qui quittait. Et puis, cette clientèle-là était constituée d'à peu près plusieurs centaines de clients et un actif moyen par client qui était très, très faible. Certains diront que c'est une très bonne opportunité pour consolider les actifs. Par contre, au fur et à mesure que les mois ou les semaines avançaient, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des lacunes de façon importante au niveau de la conformité, au niveau des suivis des dossiers. Puis, lorsqu'on prend la relève d'une clientèle, on est responsable des suivis, on est responsable de la conformité, on est responsable du service également. Donc, c'est la vérification qui aurait dû être faite de façon plus approfondie dès le départ, avant d'acheter. Je suis absolument d'accord et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce serait le type de transaction que clairement, ce serait un non. Mm-hmm. Par contre, à l'époque, peut-être par manque de ressources, par manque d'outils ou d'expérience, mais on s'est lancé dans ce processus-là. Clairement, ça ne représentait pas ce qu'on voulait et ce à quoi on aspirait pour le service aux clients et le type de clientèle. Donc, on s'est retrouvé en fait à être un peu dans une zone où est-ce qu'on investissait beaucoup de temps, du temps qui aurait pu être productif avec nos clients idéaux pour s'occuper en fait de servir une clientèle qui ne l'était pas. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette clientèle? Est-ce que vous avez revendu le bloc d'affaires? Suite à quelques mois, effectivement, de travailler avec la clientèle, de tenter de mettre de l'ordre, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas la bonne firme pour faire ça. Donc, on s'est entendu là, effectivement avec d'autres conseillers qui étaient mieux outillés, qui avaient des processus d'affaires au niveau de reprise de clientèle qui étaient plus affûtés que les nôtres à l'époque. Quel conseil vous donneriez là, aux conseillers, conseillères qui nous écoutent et qui veulent se lancer en affaires? La première chose à faire, c'est quoi? Premièrement, on trouve ça où, un portefeuille de clients? Ce que je partage de façon générale aux gens qui commencent, comment est-ce qu'on peut trouver des clientèles ou des blocs d'affaires, en fait, c'est d'être présent aux événements, c'est de discuter avec les gens, c'est d'être curieux. Il y a encore beaucoup de conseillers qui travaillent en solo, qui se retrouvent peut-être dans la fin cinquantaine, début soixantaine, peut-être même rendus à 70 ans, qui n'ont pas encore un plan clair de succession, et d'être à l'avant-front de ça, puis être capable de pouvoir établir est-ce que vous avez un plan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre la relève advenant le fait que? Puis écoutez, c'est un travail de longue haleine. C'est pas aussi facile que d'aller sur Kijiji ou Marketplace pour trouver une voiture, malheureusement. Par contre, la réalité, c'est qu'on est dans une industrie où est-ce qu'on donne du conseil à des gens. Puis en fait, il faut être capable d'établir un fit avec la personne avec qui on veut travailler. Parce que souvent, on dit que la moyenne des clients va généralement ressembler au conseiller à qui tu t'adresses. Et donc, c'est clair que s'il y a un clash de valeurs, de vision à la base, ça peut peut-être causer des problèmes pour la suite. Est-ce que vous conseillez que le cédant reste pendant une certaine période de temps pour qu'il y ait une transition plus douce pour les clients ou c'est mieux de faire la coupure?
Je vais répondre, ça dépend. Je pourrais vous parler de mon expérience personnelle. La transaction qu'on a effectuée, qui a été la transaction la plus fructueuse, en fait, ça a été sur un horizon à peu près de 5 ans. Donc, le cédant voulait s'impliquer, voulait s'assurer que ce qu'on appelle le brain trust, donc la confiance que les clients ont portée envers le conseiller pendant 15, 20, 25 ans, il voulait s'assurer que ce soit transféré effectivement à nous, donc à la relève. Ça a été pour nous vraiment un grand gage de succès. Puis on s'est retrouvé à conserver, j'oserais dire 98% des clients. C'est impressionnant. Effectivement. Et puis ça, pour nous, c'était bien sûr un travail de longue haleine. On s'entendait bien aussi avec le vendeur. Maintenant, j'ai entendu aussi des histoires où est-ce que les vendeurs voulaient déguerpir le plus rapidement possible dans le sud, ou même des fois des acheteurs qui demandent ou qui exigent littéralement qu'après 3 mois ou 6 mois, le vendeur quitte. La réalité, c'est que tous et chacun, on a des modèles d'affaires. Je reviens à la base de dire, c'est quoi, vous, le modèle d'affaires qui vous plaît? Comment est-ce que vous voyez avancer dans le temps? Toujours penser en termes de progression, mais aussi en termes de valeurs semblables, façon de voir les choses de la même façon que l'ancien conseiller financier. C'est la base. Puis, parfois, j'aime dire que le meilleur deal, c'est le deal que tu fais pas. Puis, un des éléments que j'aimerais partager en toute candeur, le cédant de qui on a pris la relève en 2018, il nous a parlé un peu de l'indice trottoir. L'indice trottoir, c'est quoi en fait? Il dit, vous savez, moi, ce que j'ai envie dans les prochaines années, c'est lorsque je croise mes clients sur la rue, j'ai pas envie de devoir changer de côté de trottoir. Oh, l'indice trottoir, c'est bon! Le point, c'est simplement, est-ce que le cédant est fier de dire c'est telle personne ou telle équipe qui prend la relève de mon entreprise? Puis le cas échéant, je pense que c'est peut-être un bon fit. Par contre, il faut vraiment mettre des paramètres, des processus de vérification diligente, puis d'être en mesure justement d'être outillé de la meilleure équipe autour de soi pour prendre les bonnes décisions. C'est quoi le processus de vérification qu'on doit faire lorsqu'on souhaite acheter un bloc d'affaires? Le meilleur conseil que je peux donner à ce moment-là à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent procéder, outillez-vous des meilleurs autour de vous, d'un avocat, de quelqu'un qui peut faire une évaluation, de quelqu'un qui va regarder la conformité. Il existe des avocats en conformité. Ça peut être eux vos alliés pour regarder si les dossiers sont bien montés. De poser des questions. Est-ce que la personne a une bonne réputation? Est-ce que la personne a des dossiers pénals, civils ou je ne sais pas quoi qui traînent? Par la suite, ce que je recommande, ce serait de rencontrer les partenaires d'affaires clés. Donc, les gens autour du cédant pour pouvoir justement avoir un pouls de comment est-ce que la personne opérait. Quand je parle de partenaires d'affaires clés, ça peut être le dealer de la personne, ça peut être des collègues, des proches collègues, si vous avez des contacts à ce niveau-là. Ensuite, c'est de préparer le processus de communication. Lorsqu'on fait une transaction, nécessairement, il faut absolument être prêt. Donc, ça se prépare d'avance pour que la journée qu'on pèse sur le bouton, tout soit prêt et qu'il y ait une séquence déjà qui soit organisée. Encore une fois, ça peut vouloir dire de vous outiller d'une firme qui est spécialisée là-dedans. L'autre élément, ensuite, bien sûr, ça va être de rencontrer les clients les plus importants. De façon générale, ce que nous, on demande, c'est que le cédant soit là pour présenter au niveau des 10, 15, 20, 30 clients les plus importants, si on veut, de la business. Puis, par la suite, bien sûr, ça va être d'avoir des processus et des suivis d'intégration pour s'assurer que la pratique du cédant soit intégrée dans la vôtre. Puis, après ça, c'est une question d'être là au bénéfice des clients, d'être proactif, puis de pouvoir avancer là-dedans. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je me nomme Élise Marquis. Je me suis entretenue avec Pascal Nuyen, associé opérationnel chez SIA Partners, et Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour l'équipe Major à Santé. Ce balado est une production de la Chambre de la sécurité financière. Création, Coyote Audio. Captation et mixage, Underground. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous à chambresf.com/balado.